Merci beaucoup, Claire. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je vais commencer par d'abord rappeler un peu ce que Claire vient de dire. Là, ce qui s'est produit hier, c'est quand même assez particulier. Là, nous autres, c'est la seule journée d'opposition qu'on va avoir. On voulait un vote sur la motion qui concernait le projet de loi 898 pour mettre fin à l'état d'urgence sanitaire, modifier la loi sur la santé publique. Mme Guilbeault a parlé de tout sauf du sujet concerné, puis quand elle en a parlé, c'était pour répéter ce qu'elle a dit depuis 2 ans. Il n'y avait absolument rien de nouveau, alors que l'heure a totalement changé. Encore hier, le directeur de la santé publique, M. Boileau, a fait un point de presse pour nous dire que plus de 2 millions de Québécois ont été contaminés pendant le temps des fêtes. C'est pas rien, là. C'est 1 Québécois sur 4. Ça rejoint les chiffres qui avaient été rendus publics par la firme de sondage Angus Reid la semaine dernière. Je vous en avais parlé ici même. Et j'ai vu hier soir le docteur Alain Vadeboncoeur, qui n'est pas un sympathisant conservateur, comme vous pouvez vous en douter, sortir les chiffres et mettre ça en perspective avec la grippe. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est le docteur Vadeboncoeur hier qui a fait un tableau qui a même été présenté à nouveau. Il explique qu'on est rendu pour 1000 cas de contamination au Québec, à l'équivalent, pour 1000 cas de COVID, de gens qui ont attrapé la COVID. Il a comparé ça avec la grippe aux États-Unis au cours des 10 dernières années. Il a pris les chiffres du CDC et les chiffres de l'INSPQ. Pour les hospitalisations, il arrive au chiffre de 16 pour la grippe par 1000 cas. Pour ce qui est de la COVID, c'est 6 par 1000 cas. Pour ce qui est des décès, c'est 1,3 pour la grippe, 1,1 pour la COVID. C'est les chiffres de l'INSPQ et du CDC que je cite, relayés par le docteur Vadeboncoeur. Est-ce que ça justifie le maintien de l'état d'urgence sanitaire? C'est la question qu'on veut poser aujourd'hui. Est-ce que ça justifie qu'on continue à imposer un confinement qui est de plus en plus pénible pour une écrasante majorité de Québécois? Et ce qui nous inquiète particulièrement par rapport à l'état d'urgence sanitaire, Claire en a fait mention, c'est que là, il y a des choses qui doivent être rendues publiques à partir du moment où ils mettent fin à l'état d'urgence sanitaire. Je vais vous lire l'article 129 de la loi sur la santé publique, dont on aurait voulu débattre hier. Ça dit, et je cite, « Le ministre doit déposer à l'Assemblée nationale dans les 3 mois qui suivent la fin de l'état d'urgence sanitaire ou, s'il ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux, un rapport d'événement. Ce rapport doit préciser la nature et, si elle est déterminée, la cause de la menace à la santé de la population qui a donné lieu à la déclaration d'état d'urgence sanitaire, la durée d'application de la déclaration, ainsi que les mesures d'intervention mises en œuvre et les pouvoirs exercés en vertu de l'article 123. » On parle notamment aussi de l'octroi de contrats sans appel d'offres pour quelques milliards qui ont été faits pendant cette période. Si vous calculez bien, le gouvernement nous relaye ça jusqu'au 14 mars présentement. La session ici est supposée se terminer le 10 juin. 90 jours, ça arrive quand? Comme par hasard, bingo. Qu'est-ce qui va arriver après? La Chambre ne siégera plus avant le mois de novembre. Donc, on n'aura pas la transparence à laquelle on a droit après la prochaine élection. La raison pour que le gouvernement tente présentement de maintenir artificiellement l'état d'urgence sanitaire pendant encore un mois, plus d'1 mois, pour nous, ça semble être peut-être pour ça. C'est les discours vides de Mme Guilbeault, peut-être que ce qui cache en réalité, c'est l'article 129 de la loi sur la santé publique. L'autre élément dont je veux parler, c'est le passeport vaccinal, parce que lui aussi devient de plus en plus difficile à défendre. Il y a une directive ministérielle qui a été émise il y a quelques jours, le 4 février, par le ministère de la Santé et des Services sociaux, où on dit que les personnes ayant été infectées depuis le 20 décembre 2021, donc le 25 % de Québécois dont je suis, dont peut-être plusieurs d'entre vous êtes aussi, là, bien, ces gens-là, on est considérés comme adéquatement vaccinés. Les gens qui ont obtenu 3 doses, ou même 4 comme Claire, ces gens-là sont considérés comme partiellement protégés. Donc, ils sont, selon leurs propres critères, la propre directive, les gens qui ont eu la COVID sont plus protégés que les gens qui ont les 3 doses, même ceux qui étaient non vaccinés. C'est précisé même dans la directive, même les non vaccinés. Donc, quelqu'un qui est mieux protégé que quelqu'un qui a eu ses 3 doses ne peut pas partir puis aller s'acheter un tournevis chez Canadian Tire ou chez Canac. C'est ça qui se passe présentement au Québec. Le passeport vaccinal n'a plus de raison d'être. Il y a une raison pourquoi il y a des provinces canadiennes qui commencent à le lever. D'ailleurs, l'Alberta l'a fait il y a quelques jours. Je pense que la Saskatchewan, ce sera au cours des prochaines heures. Et je pense qu'au Québec, il faut véritablement qu'on s'attarde à ça et qu'on fasse idéalement la même chose. Et pour ce qui est du gouvernement qui dit, parce que j'entends déjà la question venir, là, oui, mais hier, le directeur de la santé publique a réitéré qu'il fallait maintenir le passeport vaccinal. Je veux juste vous référer
à ce que l'INSPQ a écrit le 1er octobre dans une réponse à une demande d'accès à l'information. Ils ont dit, et je cite, « Le passeport vaccinal est une mesure déterminée par le ministère de la Santé et des Services sociaux et pour laquelle nous n'avons pas été consultés. » L'INSPQ n'a pas été consulté, puis en fait, il n'y en a pas eu aucune consultation. Puis là, j'entends des partis d'opposition aujourd'hui réclamer des consultations. Ça, il fallait demander ça au mois d'août quand ils nous ont proposé l'idée. Aujourd'hui, c'est le temps de demander de mettre fin au passeport vaccinal. Et plus précisément, quand l'INSPQ s'est fait questionner pour savoir quelles preuves scientifiques ils avaient pour justifier le passeport vaccinal, ils ont répondu, et je cite, « L'Institut ne détient aucun document pour cet élément de votre demande. » Fin de la citation. Donc, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que le temps est venu au Québec de faire comme la majorité des États ailleurs dans le monde, de lever l'état d'urgence sanitaire et de mettre fin au passeport vaccinal discriminatoire. Sur ça, je vais prendre vos questions. Vous mettez en question les avis parce que vous l'avez écouté visiblement, là, les avis que le Dr Boileau a donnés verbalement hier. Je ne les remets pas en question, je cite ce que... Bien, c'est l'INSPQ. Là. Je vous ne parle pas de l'INSPQ, je vous demande Dr Boileau hier, ce qu'il a dit hier. Est-ce que vous remettez ça en question ou non? En disant que le Dr Boileau, là, il est toujours assis entre deux chaises, puis on en parle tout le temps, puis ça fait des mois qu'on le dit, là. D'un côté, là, il y a des politiciens qui disent des choses la veille, parce que je vous rappellerai que Christian Dubé avait dit ça la veille. Le Dr Boileau s'est fait le relais de ce que le ministre avait dit la veille. Il préfère, semble-t-il, contredire les directives de l'Institut national de la santé publique plutôt que celles du ministre Dubé. C'est pas qu'il n'est pas crédible, c'est qu'il est assis dans une position très inconfortable. C'est ça le problème de l'amalgame qu'on a au Québec entre le politique et le scientifique. Mais donc, il n'est pas plus indépendant que le docteur. Bien, moi, j'ai peur que non. D'ailleurs, vous avez vous-même été témoin de ça, je pense, quand sa fille, qui est l'attachée de presse du ministre, vous a interrompu un point de presse à un certain moment. Il y a un paquet de problèmes présentement par rapport à ça, et il va falloir un moment donné qu'on ait véritablement là, les directives. C'est la même chose, rappelez-vous, avec la 3e dose, quand on s'était fait dire qu'il fallait aller se faire vacciner tout de suite dès qu'on n'avait plus les symptômes, et que, comme par hasard, un vendredi soir à 5h moins quart, ils nous ont envoyé un avis pour dire que finalement, il fallait attendre 2 à 3 mois. Ils n'ont pas fait de conférence de presse là-dessus. Je veux dire, il faut se rappeler là, que la cellule de crise du gouvernement compte beaucoup plus de spécialistes de communication et de marketing pour qui la priorité, c'est de faire réélire la CAQ que de scientifiques. En fin de semaine, lors de la manifestation, un des organisateurs a dit qu'il n'avait pas confiance, et je cite, aux 125 députés de l'Assemblée nationale, ce qui inclut votre député de votre parti. Dans ce groupe-là, il y a des gens qui parlent de prendre les armes pour venir attaquer le Parlement. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous appelez au calme? D'abord, il faut appeler au calme de tous les côtés. Là. Moi, je n'ai jamais fait la promotion de la violence ou de la désobéissance civile. Je pense que c'est important. Puis d'ailleurs, sur ça, je voudrais féliciter les manifestants à Québec qui se sont comportés relativement de façon exemplaire. Il peut y avoir eu un cas ou deux isolés que vous venez de rapporter, mais de façon générale, je suis très fier de voir que ça s'est déroulé dans le calme. Puis les organisateurs, en passant, ce pas des conservateurs. Là. Rambo Gauthier, ça n'a jamais été un de mes amis, je vous le dis tout de suite. Mais je suis obligé de leur lever mon chapeau. J'ai vu qu'ils ont coopéré avec les forces de l'ordre, j'ai vu qu'ils ont quitté de façon civilisée. Et pour ça, je pense que ça a été un modèle ce qui s'est passé ici la fin de semaine dernière. Cette tension-là qu'ils vivent actuellement, cette polarisation-là qui augmente, est-ce que vous sentez une part de responsabilité dans cette polarisation-là? Au contraire. Et est-ce que vous craignez qu'il y ait un débordement funeste? Au contraire. Moi, je pense que le Parti conservateur du Québec a un rôle de diminuer cette tension-là. Parce que je peux vous dire que si en plus on n'était pas ici, si on avait de plus en plus de gens dehors qui manifestent puis qu'il n'y a pas une seule voix qui s'élève dans l'Assemblée nationale, le climat et la tension sociale sera encore pire. Et heureusement que Claire Sanson est devenue députée du Parti conservateur, puis heureusement qu'on est capable de faire entendre la voix de ceux qui manifestent dans la rue à l'intérieur de l'Assemblée nationale aujourd'hui. En remettant en doute la démocratie, le travail des journalistes, est-ce que vous n'avez pas un rôle à jouer justement sur le propos qui sont tenus par certains manifestants? Écoutez, il n'y a aucun parti politique qui est responsable de tous les propos de tous les manifestants. Là. C'est pas, il y a pas. Moi, j'ai assez de mes propos à supporter, puis mes propres contradictions à vivre avec. Je ne commencerai pas à défendre celles des autres. Là. Vous répétez des choses qui sont dites sur les réseaux sociaux, par ces gens-là qui sont à l'extérieur, qui disent qu'il n'y a plus de démocratie. Écoutez, là, il n'y a plus de démocratie. Le gouvernement a délibérément, il y a 2 ans, mis la démocratie sur pause. Hein. Ils ont mis le Québec sur pause à plusieurs égards, notamment sur la démocratie. Vous savez que nous, on réclame que la démocratie retrouve ses droits. On veut justement qu'il y ait 125 députés à l'Assemblée nationale qui siègent, ce qui n'est toujours pas le cas au moment où on se parle. On veut que
la vie reprenne son cours normal, que la loi de la santé publique soit modifiée pour qu'on mette fin une fois pour toutes à l'état d'urgence sanitaire. Donc, nous, je pense qu'on pousse justement pour que la démocratie retrouve pleinement ses droits. Bernard Gauthier, vous dites que ce n'est pas votre ami, ça, c'est vos relations privées, mais ça pourrait être un bon candidat pour votre parti? Écoutez, M. Gauthier, comme vous savez, a été un syndicaliste que j'ai déjà, un certain syndicaliste que j'ai déjà dénoncé dans le passé. Je n'ai pas changé mon opinion à ce sujet-là. Concernant lui, M. Gauthier, des atouts de la liberté, semblant à une microbrasserie en découpant une tuque puis en appelant presque à un boycott, puis ce propriétaire-là se voit assailli de messages haineux. Vous en pensez quoi de tout ça? Bien, écoutez, je ne m'ingérerai pas dans les chicanes entre une microbrasserie puis Rambo Gauthier, là, je vais les laisser, mais c'est sûr que c'est pas... je pense que ça détourne le message de la manifestation. Le message de la manifestation, c'était pas de faire la promotion ou de dénigrer une microbrasserie. Le message de la manifestation, c'était de dire, une fois pour toutes, mettons fin aux mesures d'urgence sanitaire. Et vous... C'est ça pour un propriétaire de brasserie? Non, pas du tout. C'est une distraction là, qui est inutile. C'est une distraction, mais on prend pas le sens des gestes. Genre, oui, envers les journalistes, envers les commerçants qui s'opposent à ce mouvement-là. Mais qui est responsable de cette... Ultimement, qui est responsable de la division actuelle? Le premier ministre du Québec, là, il est là pour unir les Québécois, pas pour les diviser. Ça fait 2 ans que le premier ministre divise le Québec. Ça fait 2 ans qu'il nous dit, eux autres, c'est des touristes à terre. Eux autres, c'est une radio poubelle à Québec, qu'on les aime pas, on va couper notre argent là. Eux autres, la coiffeuse de Thetford Mines a contaminé du monde, c'est de sa faute. Les édentés qui sont dans les rues, on se faisait traiter de tout et non. Aujourd'hui, c'est les non-vaccinés que c'est devenu des parias, qu'on peut même s'ils sont mieux protégés des fois que des vaccinés, on les empêche d'accéder à des lieux publics. Puis le ministre Fitzgibbon, il trouve que c'est pas encore assez, il faudrait en rajouter une couche. Je veux dire, qui crée cette division-là? Le premier ministre du Québec, François Legault, se comporte depuis 2 ans comme un chef de la CAQ à la recherche de vote et non pas comme un homme d'État qui agit pour rassembler son peuple. Et c'est ça qu'on lui reproche. Puis aujourd'hui, là, quand la chicane est prise dans une classe, là, c'est le professeur qui est responsable, c'est pas l'élève qui tire la tuque de l'autre à côté. Est-ce que, Mme Sanson, vous pourriez nommer des journalistes qui spinent pour le gouvernement? C'est quel journaliste qui spinne pour le gouvernement? Moi, il y a des journalistes qui me l'ont confié, puis j'ai été à la CAQ assez longtemps pour savoir qu'il arrive dans leur stratégie fréquemment qui disent « OK, on va couler telle affaire à tel journaliste, puis il va nous spinner ça. » Écoutez, là, j'ai été là, je l'ai vu. Les journalistes se connaissent. Ceux qui n'ont jamais été approchés par un spin doctor de la CAQ, là, tant mieux pour vous autres, mais c'est pas la majorité. Encouragez les manifestants à revenir la semaine prochaine, M. Dion. Excuse-moi. Écoutez, moi, j'encourage le gouvernement à lever l'état d'urgence sanitaire, à enlever le passeport vaccinal obligatoire, puis il n'y en aura pas de manifestation. Personne, nulle part. Par rapport à la course à la direction du Parti conservateur, oui. On comprend que vous donnez votre appui à Vincent Gouzeau? Non, j'ai choisi de rester neutre dans cette course-là. Vincent Gouzeau, je l'ai mentionné parce qu'il est le seul de tous les aspirants candidats, parce qu'il y en a juste un d'annoncé au moment où on se parle, parce qu'il est celui qui m'a appuyé pendant le leadership du Parti conservateur du Québec et qu'il milite au sein de notre formation politique. C'est pour ça que j'ai tenu à mentionner son nom, mais je vais rester totalement neutre, de même que notre exécutif, on a choisi de ne pas s'ingérer dans la course à la chefferie. Vous savez qu'on a beaucoup de travail en vue des élections du 3 octobre. On ne manquera pas d'ouvrage, on n'a pas de temps, pas de détour à faire à Ottawa. C'est votre préféré jusqu'à présent? J'ai pas de préféré, j'ai pas de préférence, j'ai pas... honnêtement, je suis pas ça plus qu'il faut, là. On m'interpelle là-dessus, mais mon temps est vraiment consacré, puis c'est sérieux, là. On a 125 associations de comtés à s'occuper, on a 125 candidats. Qu'est-ce que vous pensez, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous pensez de la candidature peut-être, ou qu'on évoque peut-être l'arrivée de Jean Charest? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne candidature? Il y a beaucoup de noms qui tournent. Moi, je sais que j'ai parlé à 3 candidats, 3 aspirants candidats, et je leur ai tous dit le même message que je viens de vous tenir là, puis j'invite... C'est une course à la chefferie, là, ça va être ultimement les membres qui vont décider. Puis tous les membres du Parti conservateur du Québec, on est plus de 51 000 au moment où je vous parle, s'ils veulent devenir membres du Parti conservateur du Canada pour voter pour un des candidats, c'est leur droit. Moi, j'encourage tout le monde à s'impliquer en politique, puis s'ils veulent le faire, tant mieux, puis s'ils veulent pas, bien tant pis. Êtes-vous plus favorable à la France progressive? Écoutez, c'est sûr que moi, j'ai mis deux choses sur lesquelles... Puis c'est pas pour un candidat ou pour un autre, là, mais personnellement, moi, je
j'œuvre à l'Assemblée nationale du Québec, j'œuvre sur la scène québécoise. Pour moi, le respect des compétences du Québec, c'est fondamental. J'espère qu'on ne se retrouvera pas avec un chef conservateur à Ottawa qui est aussi centralisateur et irrespectueux des compétences du Québec que le premier ministre actuel. Je pense que ça, c'est une chose importante. La deuxième, vous le savez, je suis le premier chef gay d'un parti conservateur ouvertement gay de l'histoire du Canada. Pour moi, les enjeux moraux en politique, je ne pense pas qu'il y ait un appétit pour ça. Je peux vous dire que des 51 000 membres, il n'y en a jamais un qui m'a parlé de ça. Et j'espère que les candidats vont éviter de tomber dans ce piège-là dans lequel le Parti conservateur du Canada a trop longtemps joué. Donc, Pierre Poilievre, qui prévoit peut-être s'ingérer au niveau de la loi 21, pour vous, il n'y aurait pas votre appui? Je ne commenterai pas sur chacun des candidats. Ce que je vous dis, moi, c'est un principe que j'émets, puis j'invite les membres conservateurs à prendre ça en considération dans leur choix. Mr. Duhem, Yes. regarding what we can read in this article of the Canadian Press, that some protesters last weekend were ready to take up arms and attack the National Assembly. I mean, who's responsible for this? First off, I want to congratulate the protesters and the truckers who were in front of the National Assembly last weekend. I think they were very respectful of the rules. They followed everything. They were in cooperation with the police, and I think it was very, very positive. And the output is that there's more people now supporting that convoy than there was at the beginning because they behaved properly, and I want to commend them for that. That being said, there might be a few people who unfortunately said a few things that were completely out of line, and I could totally disagree with that. And I don't think they're serving the cause that they're supposed to defend when they say such things. And I think that we should be aware and we should be very cautious with those people, and I denounce them publicly. We have to take that anger seriously. Well, the anger, seriously, I mean, it's always scary when someone's threatening someone else or a group. I mean, no matter which cause we're talking about. But, I mean, what do you do? Who's responsible of this anger when you Well, do this? as I said earlier, currently there's obviously a huge split within Quebec society. There's huge divisions. They've been exacerbated by the Quebec government and by François Legault personally, always trying to blame a subgroup in society, and I think that's very shameful. It's the role of the Prime Minister of Quebec to try to rally and to unite Quebecers. Unfortunately, François Legault has been a very good leader of the CAQ for his upcoming election, but a terrible statesman in terms of putting the people of Quebec together. He did the exact opposite. I've never seen Quebec as divided as it is right now. Our families are split. We're arguing with colleagues. Neighbors don't talk to each other anymore. I mean, he created a huge polarization that I completely denounce today. How did he do that? Well, but when he's without science, when he's trying to use subgroups in society and he's trying to eliminate them from public spaces and he's trying to blame those groups for the mismanagement of the crisis, I think he's not helping us to unite ourselves. Your party helps to canalize this anger right now? Yes, I think fortunately we're here because if there was only protests outside and our voice was not heard in the National Assembly, I think it would be even worse. The democratic deficit would be even greater. And I think that we have an important role in this democracy, and it's to make sure that those people are heard within where the decisions are made here at the National Assembly of Quebec. What will it take for them to not come back next weekend? To make sure that we get out of the state of emergency and we eliminate the vaccine passport. That's it. Thank you very much. Merci beaucoup. Pensez-vous sincèrement que ça pourrait, par exemple, qu'on lèverait l'état d'urgence, ça pourrait apaiser vraiment cette colère-là où on a vraiment franchi un point de rupture, où c'est irréconciliable? Moi, j'ai très hâte qu'on parle d'autre chose que de la COVID, comme vous tous. Là, je pense qu'on est tannés puis on veut tourner la page. Cela étant dit, à partir du moment où on va lever l'état d'urgence sanitaire, on va abolir le passeport sanitaire, je pense que le passeport vaccinal, la prochaine étape va être de faire le bilan de la gestion qui a été faite des 2 dernières années et de s'attaquer à réformer véritablement une fois pour toutes notre système de santé. Je pense que dès qu'on va pouvoir tourner la page sur ça, on va pouvoir parler des vrais enjeux. Moi, j'ai très hâte qu'on parle du système de santé parce que n'oubliez jamais que c'est l'état du système de santé au Québec, le pitoyable état du système de santé qui nous a mis dans la situation dans laquelle on a été confrontés depuis 2 ans. Et ça, il va falloir qu'à l'élection, ça devienne l'enjeu majeur. La question de ma collègue, c'était sur la violence. Il faut s'enlever la pression. Ça baisse ou ça baisse pas? La pression va diminuer. C'est pour ça que je pense qu'il n'y aura même pas de manifestation. Moi, je pense qu'à partir du moment où il n'y a plus de passeport vaccinal et il n'y a plus d'état d'urgence sanitaire, je pense que la manifestation vient de perdre beaucoup de sa pertinence. Tantôt, quand vous avez dit
que vous ne vouliez pas vous ingérer dans la course à la direction ou s'impliquer. Est-ce que vous avez dit que c'était la même chose pour vos membres? Non, j'ai dit la même chose pour l'exécutif du parti, le bureau exécutif national. Les membres pourraient être bénévoles. Les membres, au contraire, j'ai dit que j'invitais tous les membres à s'impliquer où ils veulent, pour qui ils veulent. Est-ce que le Parti populaire, est-ce que les membres du Parti conservateur du Québec sont aussi invités à voter? C'est évident que le Parti, ça, il faut mettre ça très clair. Le Parti conservateur du Québec, oui, on a le même nom que le Parti conservateur fédéral, mais contrairement à d'autres provinces, on n'a pas de lien organique, c'est important de le dire. Il y a des gens dans le Parti conservateur, je vous dirais que la majorité, je pense, qui sont conservateurs sur la scène fédérale, mais il y a des gens aussi qui sont avec, par exemple, le Parti populaire ou encore avec le Bloc québécois ou même avec d'autres partis politiques. Et pour moi, j'ai aucun problème avec ça. Les gens prennent leurs décisions comme ils veulent à un autre palier de gouvernement, là. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne journée.